vous avez aimé la série Le Prisonnier, venez déguster dans notre wagon-restaurant l'histoire des séries TV. Venez aussi vagabonder dans l'imaginaire de personnages au destin peu ordinaire. Petits fours et champagne sont offerts dans le train de nuit. Jean-Luc Inaudi, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Mettez-vous bien en face du micro. Voilà, installez-vous tranquillement. On est entre nous. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce que vous venez de publier la suite un petit peu de la bataille de Paris, premier livre qui avait été publié il y a 10 ans. On va en parler de cette aventure. Vous venez de publier octobre 1961, un massacre à Paris aux éditions Fayard. Vous avez consacré plusieurs livres à la guerre d'Algérie. Pourquoi ce besoin de connaître la vérité sur une guerre qui ne disait pas son nom à l'époque ? Écoutez, ce n'est pas pour des raisons, je dirais, d'ordre personnel ou familial. Je suis né à Paris. Je n'ai pas vécu en Algérie. Mais c'est tout simplement en tant que citoyen français qui, jeune dans les années 60, 70, a été amené à constater que cette guerre encore proche, puisqu'elle s'est terminée en 1962, continuait à peser énormément sur bien des aspects de la société française. Et que, bizarrement, dans le même temps, on n'en parlait pas ou on en parlait très peu. Et que la plupart des acteurs de ces années-là, restaient des acteurs de premier plan de la vie politique. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, que je me suis dit qu'il y avait tout de même un problème. Et puis, le temps passant, j'ai entrepris un travail de recherche sur certains aspects, sur certains moments de ces années-là. Et puis, vous savez, quand on entreprend des recherches, on découvre des choses qu'on ignorait, donc on est toujours amené à aller plus loin. C'est un peu comme un sillon, que moi je fais un peu l'effet de creuser un sillon que je poursuis. Vous voyez, les choses se sont passées de cette manière. Cette recherche de la vérité, vous l'avez au fond de vous-même depuis quand ? Je l'ai au fond de moi-même depuis quand ? Là, c'est bien difficile comme question. Si vous voulez, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis longtemps, il me semble qu'il y a quelque chose de profondément malsain à entretenir des mensonges parfois, des occultations sur des faits qui sont tout de même absolument fondamentaux concernant la vie de notre société. Et ça, c'est quelque chose adolescent contre quoi je me révoltais, si vous voulez. Alors, disons que de cette révolte en est sortie cette volonté de recherche. Donc je pense, pour répondre à votre question, que ça remonte à mon adolescence. À l'époque, vous vous souvenez de ces événements de la guerre d'Algérie, qu'on ne disait pas guerre d'Algérie, événement d'Algérie, oui. On écoutait la radio, on était d'ailleurs très mal informés, on en parlera tout à l'heure pourquoi, dans quelles conditions on informait les auditeurs et les téléspectateurs à l'époque, il y avait le rôle du pouvoir très important. Vous aviez quel regard, vous, sur ces événements d'Algérie ? Moi, vous savez, j'étais enfant, puisque je suis né en 1951. D'ailleurs, tiens, il y a d'anciens généraux là qui, paraît-il, dans un livre, me qualifient de porteur de valise.
Voyez-vous, alors j'avais quelque chose comme 11 ans en 1962. J'étais bien précoce pour être un porteur de valise. Bon, donc j'étais enfant. Et donc les souvenirs que j'en ai, c'est, si vous voulez, l'arrière-fond de plusieurs années. Des alertes à la bombe, là je me souviens c'était donc en avril 1961 quand on s'attendait à voir débarquer des parachutistes sur Paris, hein, au moment de la tentative de putsch. Je me souviens de l'Ouest, je me souviens de la radio. Le soir de la tuerie du métro Charonne. Vous voyez, donc c'est une ambiance comme ça. Je me souviens d'un copain algérien qui est arrivé dans mon école là, qui s'appelait le groupe Octobre, voyez-vous. C'était à Alfortville, hein. Qui est arrivé, il avait des photos, alors je serais incapable de dire finalement de quoi il s'agissait. C'est des photos qui montraient des combattants dans la montagne, vous voyez, bon. Voilà, c'est une ambiance comme ça, hein, plus que des faits précis, voyez-vous, hein. Alors, au début de ce livre, de ce document que vous publiez chez Fayard, Un massacre à Paris, octobre 1961, vous citez 2 textes, dont un de Yateb Yassine et un de Jacques Panigel, que voici, je voudrais le citer. Qu'est-ce qu'il faut donc encore pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un youpin, que tout le monde est un bico, tout le monde? Par le moyen des mots, peut-on tout dire? Par le moyen des mots, je ne pense pas qu'on puisse tout dire, hein, parce que il y a l'indicible précisément, hein. Il y a l'indicible dans la haine, il y a l'indicible dans la souffrance, bon. Mais je pense qu'on peut dire beaucoup tout de même, hein. On peut dire beaucoup, et je pense même qu'on peut dire l'essentiel, hein, voilà. Et précisément, il se trouve que depuis toujours, depuis mon enfance, hein, j'ai ce goût pour dire les choses par l'écrit, hein. Alors, c'est en 1991 que vous avez publié La bataille de Paris, qui Oui. a été réédité l'année dernière au Point Seuil, donc c'était aux éditions du Seuil. Je rappelle, Jean-Luc Einaudi, qu'en 1997, devant la cour d'assises de Bordeaux, vous avez témoigné sur le 17 octobre 1961, lors du procès intenté à Maurice Papon pour son action de 1942 à 1944. Et en 1999, l'ancien préfet de police a cherché à vous faire condamner. Oui. Ce procès perdu par Maurice Papon a permis le début de la reconnaissance de ce crime. En fait, vous dites dans le prologue de votre livre, là, chez Fayard, que ce procès, vous l'espériez au fond de vous-même. Vous vous y attendiez. C'est-à-dire que lors de la parution donc, de la bataille de Paris en 91, évidemment, je me demandais quelle serait la réaction de Maurice Papon, hein. Et j'étais prêt à ce qu'il m'intente un procès. Et même, je dois dire que je le souhaitais, parce que ça aurait été enfin la possibilité d'une confrontation, hein, entre sa version, qui jusque-là était la version officielle, la version de l'État français. Maurice Papon, préfet de police en 1961, engageait la responsabilité de l'État français. Bon. Et j'ai été finalement, oui, non pas déçu, mais j'ai constaté que il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Il faudra attendre donc 1999 pour qu'enfin il intente ce procès. Et je dois dire que j'en étais effectivement satisfait, puisque ça a été donc en 1999 la première fois
et même l'unique fois où ces événements ont pu être enfin abordés devant la justice. Avant de parler justement de ce 17 octobre 1961, on va se replonger dans le temps avec un générique d'une émission très célèbre de reportage de l'époque qui a pris beaucoup de risques, qui a été aussi victime de la censure. Elle a eu beaucoup à faire avec le pouvoir. C'est l'émission 5 colonnes à la une qui reste pour la plupart des journalistes comme l'exemple même d'un excellent magazine d'information. Elle fut la première aussi à informer sur les événements d'Algérie. Mon ami Jean Bertolino a été un des journalistes qui ont travaillé pour 5 colonnes à la une. Eh ben, je vous propose d'écouter le générique. Alors, Jean-Luc Einaudi, ce fameux 17 octobre 1961, il y avait donc cette manifestation à Paris. À l'époque, il y a eu un reportage très censuré, on peut dire, sur la radio de l'époque, sur Paris Inter. C'était un reportage très neutre. On n'a pas dit vraiment la vérité. Ah ben oui. Moi j'ai réécouté la bande l'autre fois, oui. On n'est pratiquement pas informé du tout. Non, Pourquoi cette censure ? Écoutez, de toute façon, vous savez, l'information, faut quand même bien se rappeler qu'à l'époque, vous aviez donc une chaîne de télévision officielle. C'était la Voix de la France, c'était une télévision d'État. Vous aviez donc Paris Inter, qui était une radio d'État. Il commençait à y avoir malgré tout des radios périphériques, Europe 1, RTL, et en l'occurrence, il y a eu quelques reportages qui dénotaient concernant ces événements. Quant à la presse écrite, vous savez, au cours de ces années-là, la saisie des journaux se pratiquait tout de même assez régulièrement, de même que la censure. Vous aviez des journaux qui paraissaient avec de grands blancs. Et les années de la guerre d'Algérie sont tout de même des années où le mensonge officiel a été très souvent pratiqué, et où la désinformation était une pratique assez constante. Alors, ça s'est appliqué notamment à l'occasion de ces événements. Il y a eu, par exemple, des journalistes, on va en reparler, mais vous avez des journalistes qui ont demandé à pouvoir aller dans les centres de détention pour voir ce qui s'y passait. Ça a été absolument refusé. Les photographes dans la rue se faisaient pourchasser. Quant à la télévision, c'est des images tout à fait, comment dirais-je, non pas neutres, mais ne montrant pas la violence de cette répression qui ont été diffusées.
Donc c'était, je crois que véritablement, on a eu affaire à une entreprise de désinformation. Hein. Je voudrais citer dans la chronologie d'ailleurs de la guerre d'Algérie d'Yves Courrière, qui vient d'être édité chez Fayard. 17-18 octobre, 20 000 Algériens manifestent à Paris contre le couvre-feu. De violents incidents ont lieu, 12 000 arrestations. Oui. À l'époque, pendant cette répression, on a parlé officiellement de 2 morts. Oui, hein, c'est le chiffre qui a été annoncé. Oui, c'est bien ça. Pourquoi avoir annoncé 2 morts alors qu'il y en a eu 200 ? Écoutez, parce que si vous voulez, ce sont des événements qui ont eu lieu en plein cœur de notre capitale. Hein, et donc, je pense que le pouvoir a tout fait pour dissimuler l'ampleur de ce qui s'était produit. Hein. D'autant plus que le caractère de cette répression, l'ampleur de cette répression n'était pas justifiable. Hein. On peut expliquer 2 morts, comme ça a été fait, par, disons, une réaction de légitime défense, comme l'a fait le communiqué officiel de la préfecture de police, disant que des manifestants avaient ouvert le feu, que donc les policiers ont réagi en tirant des coups de feu. Bon, ce qui est absolument faux, hein, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Bon, mais voilà, ça peut disons, trouver crédit auprès de l'opinion. Mais quand vous avez affaire à des dizaines de morts, tués dans quelles circonstances, hein, tués en ayant été jetés dans la Seine du haut des ponts, tués dans des lieux d'internement, hein, tels que le Palais des Sports, la préfecture de police, bon... Là, on est dans autre chose. Et donc, si vous voulez, ça devient là, tout de même, impossible à justifier, tout simplement. Donc, le mensonge s'impose. Le mensonge est absolument nécessaire, car la vérité ne peut pas être dite. Elle est insoutenable, cette vérité, dans un pays qui est une démocratie. Hein? Et ça met absolument, si vous voulez, en cause du moins ça viole les valeurs proclamées, hein, de cette République, les droits de l'homme, etc. Donc, je pense que le mensonge s'impose à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre issue. Ou l'autre issue, ça aurait été quoi ? Ça aurait été un sursaut de la part du pouvoir politique, des plus hautes instances du pouvoir politique, un sursaut de courage, je dirais, civique et politique, consistant à dire « nous voulons que toute la lumière soit faite ». Or, précisément, le pouvoir politique n'a pas voulu que la lumière soit faite. Et Jean-Luc nous dit, pourquoi une telle répression aussi violente ? Il faut tout de même se resituer dans le contexte des années de la guerre d'Algérie. Hein. Nous sommes en octobre 1961, cette guerre d'Algérie dont on ne reconnaît pas le caractère de guerre. Hein. Faut pas oublier que ça fait seulement 2 ans qu'en France, on reconnaît officiellement qu'il y a eu une guerre en Algérie. Bon. Mais néanmoins, c'est bien une guerre qui a eu lieu, et une guerre absolument atroce, hein, ayant fait un nombre tout de même considérable de victimes. Hein. Du côté algérien, alors qu'il y avait... À l'époque, l'Algérie comptait une population de 10 millions de personnes. Hein, 9 millions d'Algériens, disons, hein, et 1 million d'Européens. Bien. Il y a eu, concernant les Algériens, plusieurs centaines de milliers de victimes. Hein. Il y a eu de nombreuses victimes européennes également. Il y a eu chez les soldats français du contingent qui ont été envoyés là-bas, il y a eu environ 30 000 morts, etc. Donc une guerre tout à fait meurtrière, bon, et qui durait depuis donc novembre 1954, avec tout ce que ça peut produire, hein,
comme haine, comme dévalorisation du prix de la vie. Hein, parce que c'est ça la guerre. La guerre a, je crois, toute guerre, hein, et notamment celle-là, qui était une guerre coloniale, hein, eh bien, a eu pour effet de dévaloriser le prix de la vie. Et en particulier le prix de la vie de ceux qui finalement étaient toujours considérés comme des indigènes. Bon. Les policiers, les gendarmes, un grand nombre d'entre eux ont baigné aussi dans l'ambiance des guerres qui n'ont... Vous savez, avant l'Algérie, il y a eu l'Indochine, il ne faut pas l'oublier. De 1945 à 1954, il y a eu une guerre en Indochine, une guerre absolument terrible aussi. Bon, ces policiers, ces gendarmes, un très grand nombre d'entre eux, ont participé à ces guerres en Indochine, en Algérie. Et je crois que finalement, ce qui s'est produit en octobre 1961 à Paris, ça a été comme, si vous voulez, le surgissement, l'éruption en plein cœur, là, de la capitale du pays des droits de l'homme, eh bien, de ces années de guerre, hein, avec tout ce que ça a pu charrier. Hein. Et donc, on est arrivé là à un moment où c'est quelque chose qui s'apparente à de la barbarie, hein, qui a surgi, parce que dans cette affaire-là, hein, on n'est plus dans des opérations de maintien de l'ordre. On est dans quelque chose qui va bien au-delà. Hein. On est, si vous voulez, dans le déchaînement d'une violence ayant souvent pour but de tuer, hein, et de tuer en fonction de l'apparence physique, hein, des gens. Hein. Donc là, on est dans quelque chose qui a à voir tout de même avec la haine raciale, hein, et on entre dans ce qu'il faut bien appeler la barbarie. D'ailleurs, à l'époque, il y avait eu un éditorial de la revue Esprit s'intitulant, à juste titre, « Contre la barbarie ». Hein, parce que je crois que c'est bien ça qui était en cause. Comment vous avez eu accès à toutes ces archives pour restituer la vérité ? Oh, vous savez, restituer la vérité, vous savez, c'est la recherche de la vérité. Il y a encore du chemin à parcourir parce qu'il demeure des zones d'ombre. Hein. Alors, comment j'ai eu accès à ces archives ? Après bien des aléas, hein, bien des difficultés, puisque pendant longtemps, l'accès aux archives publiques, aux archives d'État était impossible. Et finalement, il aura fallu attendre mon témoignage au procès de Maurice Papon à Bordeaux, hein, témoignage à la demande des parties civiles, c'est-à-dire à la demande des familles de victimes juives de Papon entre 1942 et 1944, pour qu'il y ait un processus qui s'amorce permettant petit à petit l'ouverture de certaines archives. Hein. Et puis il aura fallu, vous l'avez évoqué, ce procès que Papon m'a intenté en 1999 et qu'il a perdu, hein, pour que là, il y ait des déclarations, certaines déclarations du Premier ministre, Jospin, et qu'il y ait donc un nouvel approfondissement de ce processus d'ouverture des archives. Hein. Voilà, donc si vous voulez, ça s'est fait difficilement, ça a demandé des années et d'ailleurs, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Hein. Vous savez, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai enfin eu la possibilité d'aller au ministère de l'Intérieur pour consulter l'inventaire des archives du ministère de l'Intérieur sur ces années de la guerre d'Algérie. Bon. J'ai été tout de même assez surpris de constater qu'il n'y a strictement aucun document du cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque. Où sont passées les archives de Roger Frey, ministre de l'Intérieur ?
ou bien elles ont disparu, hein, ou elles ont été détruites, mais on n'en trouve pas trace. C'est tout de même un problème. Hein, c'est tout de même un problème. Bon. Et puis, l'ancien préfet les préfets de police successifs s'étaient opposés à ce que je puisse avoir accès à ces archives, aux archives de la préfecture de police. Un des derniers préfets de police, M. Massoni, s'y est opposé, alors même que le Premier ministre avait demandé que le travail des chercheurs soit facilité. Bon, il a fallu que donc il s'est opposé à ce que je puisse avoir accès aux archives de la préfecture de police. Il a fallu que j'intente un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Vaillant, pour que finalement la décision du préfet de police soit remise en cause. Bon, voilà. Donc il a fallu batailler constamment pour que les choses avancent. On a du mal à comprendre aujourd'hui quand même pourquoi cette haine, cette violence, cette torture en plein cœur de Paris en 61. Oui, mais vous savez, je pense que évidemment que c'est difficilement compréhensible quand on se situe en 2002, donc dans une situation heureusement tout à fait différente. Bon, mais enfin, prenons quelques éléments qui peuvent peut-être nous permettre de comprendre un peu. N'oublions pas d'abord que c'est la police parisienne qui, en 1942, a pratiqué les rafles des Juifs à Paris ou à Bordeaux, d'ailleurs. Hein, ils ont même arrêté les enfants, d'ailleurs. Hein. Oui, sous l'autorité de Maurice Papon. C'est la police parisienne. Bien. Il a fallu très longtemps avant que cette responsabilité de l'État français soit officiellement reconnue. Il a fallu attendre les années 90 et la déclaration de Chirac. Bon. Mais en attendant, c'est bien cette police-là qui n'a, donc si vous voulez, en 1945, les choses, pour une part importante, se sont poursuivies. Et puis on est entré à partir de ce moment-là, à partir de 1945, dans l'époque des guerres coloniales. Je vous en ai parlé, vous avez eu l'Indochine, vous avez eu l'Algérie. Vous savez, ça a tout de même profondément marqué les mentalités, et particulièrement des corps comme la gendarmerie, comme l'armée, bien évidemment, mais un grand nombre de policiers sont passés par là. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment bien avoir ça en tête pour comprendre le climat dans lequel on est. Bon, et on est dans une guerre. Qui dit guerre dit mort. Il y avait une guerre en Algérie qui a fait un très grand nombre de victimes, et cette guerre a eu ses répercussions sur le territoire français. Parmi ces répercussions, eh bien, vous avez eu un certain nombre d'attentats contre des policiers. Il y a eu de 58 à 61, si ma mémoire est bonne, environ 80 policiers qui ont été tués sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et il y a eu 11 policiers qui ont été tués de la fin août 1961 au début octobre 1961 à Paris et dans la région parisienne. Bien. Il est clair que ces morts, eh bien, si vous voulez, ont eu pour effet de créer dans les rangs de la police un désir de vengeance. Désir de vengeance et un mécontentement vis-à-vis du gouvernement de l'époque,
À l'époque, donc, le président de la République, c'était général de Gaulle, le Premier ministre Michel Debré. Bon. Et il y avait, dans les rangs de la police, on reprochait au gouvernement de ne pas prendre les mesures nécessaires pour protéger les policiers, et notamment de ne pas procéder à des exécutions de condamnés à mort. Voyez-vous ? Donc il y avait un climat dans lequel il y avait un désir de vengeance, un mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Hein. Et quand est arrivé ce 17 octobre, eh bien, ça a été, au fond, l'occasion d'une vengeance contre l'ensemble d'une population. Et jusqu'à quel point, à l'époque, le Premier ministre, Michel Debré, a soutenu Maurice Papon au cours de cette répression ? C'est-à-dire que le gouvernement de l'époque était divisé. Hein. Il était, jusqu'à la fin du mois d'août 1961, il y avait en particulier un désaccord profond entre le Premier ministre et le ministre de la Justice qui s'appelait Edmond Michelet. Edmond Michelet était opposé, a fait ce qui était en son pouvoir pour s'opposer au recours à un certain nombre de méthodes qu'il désapprouvait tout à fait, notamment l'usage de la torture. Bien. Il était opposé aux exécutions de condamnés à mort, hein, et il était pour la négociation avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, hein, et pour l'indépendance de l'Algérie. Bien. Michel Debré, quant à lui, vous savez, a toujours été, disons, partisan de l'Algérie française, mais également fidèle à De Gaulle. Or, De Gaulle a évolué dans sa politique algérienne. Hein. Petit à petit, il en est venu à reconnaître le droit à l'autodétermination, à engager des négociations. Bon. Et Debré, qui finalement était en désaccord avec ces évolutions, ne les acceptait que contraint et forcé. Fin août 61, Edmond Michelet a quitté le gouvernement, a dû démissionner, enfin non, n'a pas démissionné, a dû quitter le gouvernement à la demande du Premier ministre. Bien. De Gaulle faisant cette concession à Debré, hein, parce que il avait l'intention de relancer les négociations. Donc vous voyez, c'est complexe. Hein. De Gaulle a toujours eu, si vous voulez, plusieurs fers au feu, hein, appuyant telle tendance à tel moment, appuyant tel autre à tel autre moment pour faire avancer sa politique. Alors un personnage comme Papon, hein, qui donc était préfet de police depuis 1958, hein, a toujours été, je dirais, hostile à la perspective de l'indépendance de l'Algérie. Sous la 4e République, lorsqu'il était inspecteur général pour l'administration en mission extraordinaire dans l'Est algérien, il a fait de nombreuses déclarations pour dénoncer les partisans de la négociation. Hein. Il avait même à l'époque du gouvernement Félix Gaillard, il avait été envoyé pour représenter la France à l'ONU. Hein. Vous imaginez ? Parce que ça, c'est quand même une sacrée honte, hein, pour la République française que d'avoir eu un Papon pour la représenter, hein, et qu'un tel personnage ait pu avoir les fonctions qu'il a eues. Je vous rappelle, entre parenthèses, qu'il a fini dans la peau d'un ministre de notre République, hein, jusqu'en 1980. Bien. Et donc ce Papon était un partisan de la répression, hein, et il a, si vous voulez,
importé dans la capitale les méthodes qui avaient cours et qu'il supervisait dans l'Est algérien. Bon. Et il a été tout à fait satisfait lorsqu'Edmond Michelet a quitté le gouvernement. Enfin, il avait les coudées franches. Voyez-vous ? Bon. Alors, ce départ d'Edmond Michelet du gouvernement, je crois que c'est un tournant tout à fait important parce que il n'y a plus à ce moment-là au sein du gouvernement si vous voulez, de contrepoids aux tenants d'une répression à outrance. Et ça s'est traduit bien par ces événements d'octobre 61. On va y revenir dans quelques instants. On va faire une première pause musicale. Vous avez choisi Teasy Easy. Oui. Pourquoi ce choix ? Écoutez, parce que c'est l'ancien groupe de chanteuses kabyles Djodjoura. Et puis un jour elle m'a offert tout simplement ces chansons, et parmi elles il y en a une qui s'appelle Paris sur Seine. Et donc vous savez, ce sont des événements qui ont profondément marqué en particulier les Kabyles. À l'époque, disons que les Algériens en France étaient en grande partie des Kabyles, et ça reste très présent dans la mémoire. Donc c'est leur façon de rendre hommage aux victimes d'octobre 1961 que cette chanson Paris sur Seine. Jean-Luc Einaudi, on se retrouve dans quelques instants pour parler d'une des plus sombres pages de notre histoire. C'était en 1961, c'était hier, et malheureusement ça fait partie de notre mémoire collective. On est bien sûr ensemble dans notre train de nuit sur la voie des 94.5. Le pavé brille, tu me prends par la main. À Paris ce jour-là, paraît-il, il pleut. Sale jour d'octobre 61. Tu rejoins le cortège, j'entends battre ton cœur. Neuilly, l'étoile, Concorde, tu te mêles au cortège. Il faut que je comprenne pourquoi tu traînes ta peine. Coule la Seine, coule l'oubli. Saïd, Saïd, tu ne nous as rien dit. Faut-il que la douleur tue? Tu t'es tu. Les oubliés de la Seine, tant de haine. Saïd, Saïd, à quoi tu penses? Silence, silence. Le pavé brille, tu me prends par la main. À Paris ce jour-là, paraît-il, il pleut. Sale jour d'octobre 61. Maudite série noire, laisse couler tes larmes. Ali Fouzia Ahmed, des meurtres pour mémoire. Il faut que je comprenne pourquoi tu traînes ta peine. Coule la Seine, coule l'oubli. Saïd, Saïd, tu ne nous as rien dit.
tu t'es tu. Les oubliés de la scène, tant de haine. Saïd, Saïd, à quoi tu penses? Silence, silence. Vous êtes bien dans Train de nuit. Attention, vous êtes prié de ne pas vous pencher au dehors. Car dans ce train, pas comme les autres, frissons, angoisse, aventure, mais aussi humour et fantaisie et des personnages hors du commun vous attendent. Bon voyage. 1er octobre 1961. À 7h30, le cadavre d'un homme de type nord-africain dépourvu de tout papier d'identité est découvert dans le canal Saint-Denis à Aubervilliers à hauteur de la 2e écluse. L'autopsie établira que cet homme est mort par strangulation. Un juge d'instruction ne sera désigné qu'un mois plus tard. Un non-lieu sera décidé le 22 octobre 1962. Un cadavre est découvert flottant sur la Seine à proximité des prises d'eau de la centrale électrique de Gennevilliers. Les vêtements de l'homme de type nord-africain ne contiennent aucun papier d'identité. Le corps présente de profondes blessures au crâne ainsi que des ecchymoses du dos et des deux mains, du bras gauche et de la cuisse gauche. Il a séjourné dans l'eau depuis plusieurs jours, et se trouve dans un état de putréfaction. Là, on peut dire que l'enchaînement de la violence, tout commence à partir de ce 1er octobre 61. Oui, même, vous Jean-Luc savez, Kennedy. même dans le courant du mois de septembre, hein, parce que il est très clair qu'à partir du début du mois de septembre, on entre dans la période la plus meurtrière de toutes les années de la guerre d'Algérie sur le territoire métropolitain. Hein. On découvre un nombre grandissant de cadavres tels que ceux que vous venez de citer à partir du mois de septembre. Hein. Et ça va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Et les événements des 17 et 18 octobre, si vous voulez, vont être le paroxysme de cette montée-là de cadavres qu'on va dire inexpliqués. Hein. Mais en vérité, de quoi s'agit-il ? Je vous ai parlé de ces attentats-là commis contre des policiers. Et de ce désir de vengeance qui va se développer en réaction. Eh bien, ça va se traduire précisément par des rafles pratiquées par des policiers, rafles en fonction de l'apparence des gens, et par le recours à des noyades,
hein, et des assassinats et des tentatives d'assassinat dans des bois. Hein. Vous allez avoir, par exemple, on le sait comment, on le sait à travers les témoignages d'un certain nombre de rescapés. Hein. J'ai à l'esprit, par exemple, celui d'un homme qui s'appelait Mohamed Badache, qui avait été raflé à Paris dans le 15e arrondissement, conduit dans le bois de Meudon, hein, et laissé pour mort dans ce bois de Meudon après que 2 policiers l'aient étranglé avec une corde. Hein. Bon. Il a perdu connaissance, il a repris connaissance le lendemain matin, hein, et par la suite, il a entrepris des démarches et porté plainte. Hein. Voilà, il y a eu des témoignages comme celui-là, il y en a eu d'autres. Et puis moi, j'en ai recueilli également. Voilà. Mais officiellement, quand face à ces cadavres-là, hein, eh bien, on a parlé de victimes de règlement de compte entre Algériens. Vous voyez ? Ce qui fait que, voilà, il y a eu tout de même une difficulté pour, disons, pour l'opinion à y voir clair. Hein. Parce que, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu véritablement mise en œuvre du mensonge d'État pour dissimuler l'origine de ces morts. Mais on parle de torture, c'est ce 17 octobre 61 dans un rapport officiel, mais pas de sanctions contre leurs auteurs. Oui, vous faites, je pense, méthode contraire aux principes fondamentaux de la politique et de l'humanité était employée dans des interrogatoires. Ça, c'est une façon, disons, officielle de désigner la torture. Bien. Et il indique que s'il invite les responsables des administrations concernées à sanctionner les auteurs de tels faits si ça venait à se reproduire. Si ça venait à se reproduire, hein, mais les faits qui ont eu lieu jusque-là, on les couvre. Et par la suite, d'ailleurs, vous savez, il n'y aura pas de poursuite. Alors, vous écrivez que la préfecture de police sait donc parfaitement que les manifestations prévues seront pacifiques. Ah ben oui, puisque là, j'ai pu l'établir à partir des archives de la préfecture de police. La préfecture de police a intercepté des circulaires du FLN indiquant très clairement que ces manifestations devraient être à tout prix pacifiques. Bien. Et effectivement, c'était les directives qui ont été données, et le fait est qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Hein, ce qui s'est produit, ce ne sont pas des affrontements entre des cortèges de manifestants venant se heurter violemment à des services d'ordre. Non. Ce qui s'est produit, ça a été véritablement une chasse à l'homme généralisée. Et en définitive, il y a eu en tout et pour tout un policier qui n'a pas pu reprendre son service le 18 octobre. Et j'ai trouvé dans les archives de la préfecture de police la raison pour laquelle il n'a pas pu reprendre son service. C'est un policier qui était intervenu dans les environs du palais de justice et qui s'était fait mal à un pied. Voilà. Alors que dans le même temps, il y a eu des centaines et des centaines de blessés, en général blessés au crâne, hein, parce que ce qui était visé, c'était les crânes, qu'il y a eu des dizaines de morts et qu'il y a eu des milliers d'arrestations. Donc, si vous voulez, on a affaire à un déséquilibre absolument flagrant qui indique très clairement qu'il y a eu un déchaînement de violence absolument unilatéral.
hein. Et c'est ce qui fait la caractéristique de ces événements, un déchaînement d'une violence extrême, hein, contre des gens pacifiques. Voilà. Je voudrais citer encore Et ça, la préfecture de police le savait avant le déroulement de ces manifestations. Donc, il y a là une responsabilité absolument considérable, évidemment, du préfet de police de l'époque en particulier. Alors, dans la chronologie des événements, voici ce qui se passe à 17h. À 17h, le commissaire principal du 15e arrondissement, Raymond Jobert, occupe le palais des Sports. Il dispose d'une section de la police parisienne aux abords pour la garde extérieure et 3 pelotons de gendarmes mobiles pour la garde intérieure. Le premier quart de police transportant des Algériens raflés arrive à 19h05. 160 arrivées vont ainsi se succéder sans interruption jusqu'à 0h30. On dénombre également 17 arrivées d'autobus de la RATP réquisitionnés conduits par leur chauffeur. À 23h, la garde sera renforcée par un second escadron de la gendarmerie mobile. Là, on se trouve propulsé finalement encore pendant la guerre. Et oui, pendant la guerre, c'était déjà la RATP qu'on avait réquisitionné pour arrêter les Juifs. Oui, vous parliez de la période de l'occupation. À l'époque, c'était la TCRP. Hein, et qui est devenue la RATP. Et oui, c'est ça. Et effectivement, les autobus de la TCRP avaient été réquisitionnés pour conduire les Juifs raflés au Veldiv en particulier. Hein. On a là, si vous voulez, vous savez, ce qui est... tout à l'heure, vous me demandiez comment peut-on expliquer, mais vous avez là comme des réflexes. Vous comprenez, un papon, hein, préfet de police de Paris et du département de la Seine en 1961, agit dans ces circonstances, dans la continuité de son action de 1942 à 1944 dans la région de Bordeaux, où il organisait et supervisait les rafles de Juifs qui étaient internés au camp de Mérignac, hein, puis déportés vers le camp de Drancy. C'est lui qui supervisait tout ça. Et de Drancy, ils étaient ensuite déportés vers Auschwitz. Bien. En 1961, il agit dans d'autres circonstances, mais dans la continuité de cette action-là. Et ça, c'est tout de même un problème fondamental, hein, que je crois on n'a pas voulu vraiment aborder à l'occasion du procès Papon en 1997. Hein. C'est ce que ça dit de continuité, vous comprenez, dans certaines sphères de l'État français. Hein. Ça nous interroge tout de même, ou ça devrait nous interroger quand même profondément sur les fondements, hein, de l'État français et de notre République. Hein. Je vous dirais même qu'en 1958, quand Maurice Papon est nommé préfet de police, il est nommé préfet de police en mars 1958. Savez-vous que dès la fin août 1958, il organise de grandes rafles de Nord-Africains, hein, et les gens à ce moment-là sont internés au Veldiv. Hein. En 61, le Veldiv n'existe plus. Hein. Mais existe à ce moment-là, a été ouvert le Palais des Sports. Si le Veldiv avait existé encore en 61, tout naturellement, mais bien sûr, ça ne posait pas de problème de conscience. Hein. Donc il y a là, si vous voulez, je crois véritablement une continuité dont un Maurice Papon est l'incarnation. Jean-Luc Hénaudy, qu'avez-vous ressenti lorsqu'en 1997, vous vous êtes retrouvé face à Maurice Papon à Bordeaux ?
Je m'y suis retrouvé à la demande des familles de victimes juives. Bien. Et ce que j'ai ressenti, c'est d'abord et avant tout le poids d'une grande responsabilité. J'ai accepté de venir témoigner devant la cour d'assises dans le cadre de l'examen de la carrière de Maurice Papon. Et donc c'est essentiellement le poids de la responsabilité que j'ai senti. Parce que je savais que la portée des paroles que j'allais prononcer, mais je savais aussi le sérieux et le bien fondé de ce que j'avais dit et écrit jusque-là et de ce que j'allais dire. Donc si vous voulez, c'est surtout en termes de responsabilité et je pensais surtout aux victimes, voyez-vous. Je l'ai dit d'ailleurs devant la cour d'assises, en conclusion de mon intervention, je suis venu ici en mémoire des victimes algériennes enterrées comme des chiens. Un certain nombre d'entre elles ayant été inhumées dans la fosse commune du cimetière de Thiers. Donc si vous voulez, c'est à la fois un sentiment de responsabilité et un sentiment de comment dirais-je, de mémoire, une volonté de mémoire des victimes. Jusque-là, niées dans leur existence même. Alors, on se replace dans le climat de 61, c'est les événements d'Algérie, il y a des attentats à Paris, à Alger. Qui sont les policiers qui vont aller jusqu'à tuer ces Algériens à Paris, qui manifestent, je veux dire, ils ne sont pas armés. Non. Qui sait? Vous savez, je vous l'ai indiqué, je crois que ce sont fondamentalement des fonctionnaires qui, pour les plus anciens d'entre eux, ont eu à agir à l'époque de l'occupation, sans problème de conscience majeur. Ils ont appliqué les ordres qui consistaient à arrêter les Juifs. 61, vous savez, on n'est que 19 ans après la rafle du Veldiv. Bon. Et puis, pour d'autres, et sans doute pour le plus grand nombre, ce sont des hommes qui ont été formés dans la violence des guerres coloniales, de la guerre d'Indochine, de cette guerre d'Algérie qui dure déjà depuis plusieurs années. Un grand nombre d'entre eux sont passés par là, voyez-vous. Et je crois que, pour répondre à votre question, c'est ce qui... voilà, c'est ce qui a formé ces fonctionnaires de police et de gendarmerie. Vous savez, les gendarmes mobiles qui sont intervenus dans ces événements qui avaient la garde des centres d'internement. Ces gendarmes mobiles faisaient des allers-retours réguliers entre la France et l'Algérie. Il y avait des mouvements constants. Et alors, quand si vous voulez, le type de comportement qu'ils avaient en Algérie, eh bien, ils l'ont reproduit sur le territoire métropolitain. Je crois que l'explication fondamentale tient dans ce contexte-là. Et puis, bon, vous avez eu donc ces attentats avec un désir de vengeance. Et puis, vous savez, il y a tout de même dans cette affaire-là la dimension raciste. La dimension raciste, c'est-à-dire le regard porté sur le colonisé, qu'il soit du Maghreb, d'Afrique noire ou d'Indochine ou de Nouvelle-Calédonie ou de Madagascar, bref.
le colonisé est profondément considéré comme un être inférieur. Hein? Ça, c'est là, si vous voulez, c'est tout de même de cet état d'esprit-là que sont empreintes les mentalités, un grand nombre de mentalités durant toutes ces années. Et ça se trouve exacerbé par ce climat de guerre. Hein. Donc, vous savez, l'Algérien tué, finalement, ce n'est qu'un bougnoul de tuer. Combien ont été enfermés au centre de Vincennes d'Algériens? Oh, des centaines. Le centre de Vincennes, c'était quoi? À partir de 1959, il y a eu un camp d'internement dans le bois de Vincennes. Bien. C'était d'anciens garages de l'armée allemande sous l'occupation. Bon. Et donc c'était le lieu où étaient conduits les Algériens, ou supposait-elle, parce qu'encore une fois, tout ça se faisait en fonction de l'apparence physique. Bon. Et c'est qu'une fois sur place que l'Espagnol raflé pouvait prouver qu'il était espagnol et à ce moment-là, il était relâché. Mais des fois, il s'était pris des coups avant. Bon. Le Marocain, pareil. Le Tunisien, pareil. Bon. Donc voilà, ça c'était donc le centre d'identification de Vincennes. En 1961, c'est donc un des lieux où ont été conduits les Algériens raflés. Et c'est le lieu où ont été internés les Algériens qui ont été gardés après la fermeture du Palais des Sports, du Parc des Expositions, du stade de Coubertin. Bien. Début novembre 1961, il y en avait encore environ 1500. Il s'est trouvé, qui étaient détenus, il s'est trouvé que des députés, parmi lesquels il y avait André Chandernagor, Ahmed Djebour, et puis un autre dont le nom m'échappe, se sont présentés par hasard aux portes de ce camp et ont demandé à pouvoir rentrer. Dans un premier temps, on leur a refusé à ce moment-là. Ils ont indiqué qu'ils allaient faire constater par voie d'huissier qu'on leur refusait l'entrée. On refusait l'entrée à des parlementaires de ce lieu. Donc finalement, Maurice Papon, contacté, a dû accepter qu'ils rentrent. Et là, ils ont été absolument, choqués devant le spectacle terrible qu'ils ont constaté. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés devant une masse d'hommes blessés, sans soins, dans des conditions d'hygiène absolument épouvantables. Et donc ils ont fait ensuite un rapport disant que la dignité humaine n'était pas respectée. Voilà. Ça, c'était le 6 novembre 1961, c'est-à-dire 3 semaines après les événements. On en était encore là. Voyez-vous ? Jean-Luc Kennedy, on va faire une autre pause musicale. Vous avez choisi la Tordue. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un groupe qui, ces dernières années, à travers la chanson, a voulu parler de ces événements-là que nous évoquons ce soir, et puis ils le font d'une façon réaliste et poétique qui me paraît mériter d'être connue. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette évocation de ce massacre de 1961 dans Train de nuit sur la voie des 94.5. Paris sous la pluie,
trempée comme une soupe, sous comme une barrique. Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde, et malgré son penchant pour les sièges. À l'heure où les gargouilles baillent, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les gogues du diable. Alors baffe les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier, bien plus bêtes que leurs pieds, qui ne fut jamais pris au pas de mauvais plis. Dans leur lit refroidi, tombeau des vieilles filles, cachot de la vertu, pourtant pas de ciel en vue. Surtout pas de septième pour ces corps en carême, au cœur empaillé, au cul embastillé, à l'abri des bascules. Et à leur grande âme, qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni les grâces matinées. Est-ce pendant que Paris sous, Paris sous, en dessous de tout, dessoule par-dessus les ponts. La scène est jolie, ne serait-ce moribond qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une scène tuerie, c'est paraît-il légal, les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Brave policière horde de coups et de sang ivre, qui eurent carte et nuit blanche pour leur apprendre à vivre. À ces rats de souche pas franche, d'un sang impur et noir, abreuve nos caniveaux, et on leur fit leur peau avant de perdre la mémoire. Les pendants enragés aux fenêtres consentantes, et en passant soit dit, qui du mot acquiesce, durent pourtant raisonner. De la chaussée sanglante jusque dans les Aurès, leurs cris ensevelis sous la froide chaux vive d'une pire indifférence, accompagnée de vives les boules caissées la France. Oh, ces chères grenouilles que l'histoire de chatouille, a toujours au bon endroit, au bon peuple François, dans sur tes deux oreilles, mais je ne jurerai pas, moi sans faute aujourd'hui, que l'histoire ne s'enraye sous le ciel de Paris. Série, des stars, de l'insolite, du fantastique. Alors retrouvez chaque samedi sur Horizon FM un train pas comme les autres. Hier soir, devant la gare du Luxembourg à 11h, j'assiste en un éclair à l'emballement à coups de pied d'un Algérien dans une voiture de type commercial par des civils. Le temps de me dire que ce sont des policiers, d'entendre celui qui paraît le chef répliquer grossièrement à une femme qui lui demande d'être au moins correcte, de penser aussi que ce ne sont peut-être pas des policiers et la voiture démarre. Les Algériens n'ont pas le droit d'être dans les rues après 10 heures. Je reste un moment atterré et honteux. J'aurais dû intervenir au besoin, entrer dans la voiture et me faire emballer, gueuler. Je ne savais pas. Nuit affreuse, agitée, hantée de cauchemars. On ne saura jamais à quel point ce peuple aura été humilié, battu, rejeté de notre communauté et maintenu dans sa misère. C'est extrait du journal de Jules Roy. Oui. À travers ce témoignage, on a franchement
tout ce qu'un homme peut ressentir à travers l'émotion des mots? En tous les cas, Jules Roy nous transmet là sa révolte et son, comment dirais-je, sa lucidité, hein, devant une scène banale, somme toute, puisque de telles scènes étaient absolument quotidiennes, hein. Voilà, Jules Roy fait partie, disons, des consciences qui se sont exprimées au cours de ces années-là, hein. C'est quand même un de ceux qui ont dénoncé la torture, hein. Jules Roy, hein. Il y en a eu d'autres. On peut parler aussi du général de Bollardière, hein, qui, ayant refusé l'usage de la torture, finalement s'est retrouvé en forteresse. Et puis, vous avez un criminel galonné comme Ossarès, qui, ayant pratiqué la torture alors qu'il était commandant, eh bien, lui est devenu général. Autrement dit, vous avez une responsabilité tout de même accablante des pouvoirs politiques, qui en définitive ont promu ceux qui ont pratiqué les pires méthodes et qui ont sanctionné ceux qui l'ont refusé. Alors, dans les victimes, vous posez un peu cette question. Combien les agissements criminels des forces de police au cours des mois de septembre et octobre 61, et singulièrement les 17 et 18 octobre 61, firent-ils de victimes? En 1991, dans la bataille de Paris, vous citiez le chiffre de 200 morts. On pourrait dire à peu près 325. Je disais que ce chiffre de 200 morts paraissait vraisemblable, hein. Maintenant, j'ai eu accès donc à des archives de justice, à des archives de police, et puis je continue à recueillir des témoignages, voyez-vous. Et finalement, je crois que la vérité est encore plus sombre que ce que j'imaginais, parce que je continue à recueillir des témoignages concernant des disparus dont j'ignorais les noms, hein, dont les noms ne figurent pas dans ce livre, pour l'ensemble de cette période, hein. C'est-à-dire pour les semaines, enfin les jours les semaines et les jours précédant le 17 octobre, hein, pour le mois de septembre, la première quinzaine d'octobre, et les jours suivants le 17 octobre. Parce qu'il faut prendre en considération toute cette période. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à partir de septembre, on entre dans la période la plus meurtrière. Hein, c'est très clair quand on examine les registres de l'Institut médico-légal, les archives de justice, c'est très clair. Bien, le nombre de victimes est de l'ordre de plusieurs centaines, hein. Dans ce livre-là, je publie une liste d'environ 400 noms de personnes identifiées, mais il y a aussi les nombreux inconnus. Vous avez dans cette période-là des dizaines d'inconnus qui ont été découverts, hein, et qui n'ont pas pu être identifiés parce qu'on leur avait enlevé leurs pièces d'identité, hein, avant de les tuer. Hein. Bon. Et puis il y a aussi donc des personnes qui ont disparu. Je vais vous donner deux exemples tout récents là. Un homme m'a contacté là il y a peu de temps, algérien. Imaginez-vous qu'à l'époque, lui était militaire dans l'armée française. Hein, et il était en Algérie. Hein. Son père était en France depuis 1945. Hein.
Quand il est venu en France pour retrouver son père, eh bien, il a appris qu'il avait disparu le 17 octobre. Il était avec un ami espagnol. Ils ont été raflés tous les deux. L'Espagnol a été emmené à Vincennes et son père a disparu depuis cette date. Un autre exemple, le nom de cet homme ne figure pas dans mon livre. Un autre exemple, tout récent, un homme est venu me voir également pour me dire que son père eh bien, avait disparu à ce moment-là. Ça, c'était cette semaine. Voilà. Donc, il y a véritablement un nombre très important de personnes qui ont été tuées, qui ont disparu, et dont jusqu'à ce jour on n'a pas retrouvé trace au cours de cette période. Et il est de l'ordre de plusieurs centaines. Entrouvrir les archives officielles, se replonger dans la période de l'histoire, redécouvrir tous ces événements tragiques, en tant qu'homme, Jean-Luc Einaudi, vous ressentez quoi ? Moi, si vous voulez, c'est surtout, comment dirais-je, c'est surtout les victimes qui sont présentes à mon esprit, vous voyez. C'est comme contribuer à ce qu'elle soit reconnue. Et je dois dire que souvent je ressens de l'émotion quand des familles de victimes s'adressent à moi, des enfants de victimes, d'hommes qui ont disparu, s'adressent à moi, parce que la plupart du temps, c'est pour me remercier. Si vous voulez, j'ai eu souvent l'occasion, alors que je passe dans la rue, d'avoir des Algériens qui viennent vers moi pour me remercier, que je ne connais pas, qui m'ont vu à la télévision, et qui viennent vers moi pour me remercier. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, donc voilà, c'est à chaque fois, ça provoque en moi une émotion. Et je ne soupçonnais pas d'ailleurs à quel point il y avait ce besoin de reconnaissance de crimes qui jusque-là avaient été niés et dissimulés. Il y a un profond besoin de justice, vous voyez, de justice au sens moral. Voilà, c'est quelque chose qui est très profond. Vous vous souvenez de la date du 12 avril 1988 ? La date du 12 avril 1988, c'est peut-être le jour où... C'est lorsque vous vous êtes rendu au cimetière de voilà, Thiers c'est ça, oui. pour consulter les registres de 61. Oui. Vous avez ressenti quoi ? Puisque le lieu où... Si vous voulez, c'était la première fois où je trouvais trace sur un document officiel, puisqu'il s'agissait du registre des inhumations au cimetière de Thiers, où je trouvais trace officiellement de ces morts, qui officiellement n'existaient pas. Voilà. Donc c'était ça, si vous voulez, la première. Voilà, il y avait là un début de confirmation de cette réalité. Ce combat a commencé chez vous à partir, finalement, ce livre, La bataille de Paris, vous a fait connaître à travers le combat que vous menez pour faire connaître cette vérité.
pas la vérité de l'époque, mais la vraie vérité de l'histoire, pour rendre hommage à tous ces morts Oui. que l'on a tués, que l'on a torturés, que l'on a sacrifiés au nom d'un idéal peut-être politique pour certains ou d'un autre idéal pour d'autres. Oui, au nom d'un idéal, je ne crois même pas. Non, ils n'ont pas été tués. Ceux qui les ont tués ne l'ont pas fait au nom d'un idéal. Ils l'ont fait en fonction de critères qui nous renvoient encore une fois à la barbarie. Vous savez, la frontière est souvent très floue entre l'humanité et la barbarie. Dans certaines circonstances, eh bien, les portes de la barbarie peuvent s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là. D'ailleurs, un homme avait évoqué cet aspect des choses. Il s'appelait Eugène Claudius Petit, il était député. Et s'adressant au ministre de l'Intérieur, Roger Frey, il lui avait dit à peu près ceci. Ne vous rendez-vous pas compte que vous avez ouvert les portes du racisme? Voilà, c'est ce qui s'est produit. En instaurant le 5 octobre 1961 un couvre-feu s'appliquant à l'ensemble de la population originaire d'Algérie, ce qu'on appelait officiellement alors les Français musulmans d'Algérie, eh bien, on avait institutionnalisé un racisme. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout devenait possible. Le pire devenait possible et le pire a eu lieu. Il y a cette date dans la chronologie des événements du 14 mai 1964, à la fin de votre ouvrage. Le juge d'instruction Bonnefoux rend une ordonnance de non-lieu à la suite de la plainte qu'avait déposée Maurice Papon contre le journal Vérité Liberté, qui avait publié le texte du tract des policiers républicains. Oui. Oui, il s'est trouvé un certain nombre de policiers pour dénoncer les crimes commis par d'autres policiers. Et ils l'ont fait de façon anonyme, et ils sont restés anonymes durant de nombreuses années. Le principal rédacteur de ce texte, qui s'appelle Émile Portzer, qui était un ancien résistant, un des rares résistants de la police parisienne sous l'occupation, eh bien, n'a pas accepté ce qui se passait en 1961. Il est venu témoigner au procès que m'a intenté Maurice Papon. Et effectivement, le journal Vérité Liberté, qui était édité par des gens comme Pierre Vidal-Naquet, Vercors, Sartre et d'autres, eh bien, avait reproduit ce texte et ce journal a été saisi par la police. Voilà. Et Maurice Papon avait intenté un procès pour découvrir les auteurs anonymes de ce texte. Finalement, il ne les avait pas découverts, mais j'ai eu accès au dossier concernant ces poursuites et le rapport de l'inspection générale des services, vous savez, ce qu'on appelle parfois la police des polices, est tout à fait intéressant parce qu'il conclut en disant que, vu la qualité des informations contenues dans ce texte, il ne peut s'agir que de policiers. C'est tout à fait intéressant. Des faits absolument. Un homme. Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la mer. À travers toutes ces archives que vous avez consultées pour ou inconsciente, ce qu'on appelle parfois la police des polices, est tout à fait intéressant parce qu'il conclut en disant que, vu la qualité des informations contenues dans ce texte, il ne peut s'agir que de policiers.
C'est tout à fait intéressant parce que ce texte dénonce quoi? Mais il dénonce des faits absolument terribles. Il dénonce en particulier un massacre qui a eu lieu dans la cour de la préfecture de police, dans la cour dite d'isolement de la préfecture de police. Hein? Bon. Et donc on a là confirmation implicite, si vous voulez, de la réalité de ce crime, hein, à travers ce rapport de l'inspection générale des services. Qui, encore une fois, dit que les auteurs sont sans aucun doute des policiers, compte tenu de la qualité des informations dont il fait état. Jean-Luc Einaudi, dans la bataille de Paris, il y avait un texte de Primo Levi. J'aimerais bien que vous le citiez, qui est magnifique parce que qui donne la réalité des événements de l'époque. Oui, donc c'est extrait de la préface de Si c'est un homme. Hein. Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que l'étranger, c'est l'ennemi. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits, comme une infection latente. Elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans lien entre eux. Elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors au bout de la chaîne logique, il y a le lagueur, c'est-à-dire le produit d'une conception du monde poussée à ses plus extrêmes conséquences avec une cohérence rigoureuse. Tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. À travers toutes ces archives que vous avez consultées pour cet ouvrage que vous publiez chez Fayard, octobre 61, Massacre à Paris, quelle est l'image qui vous a marqué à jamais, Jean-Luc Einaudi? Vous savez, pour parler, à proprement parler d'image, j'ai été quand même hanté par ces photos de cadavres, de noyés qui sont dans ces dossiers. Hein, d'hommes, la plupart du temps, non identifiés. Hein, bon. Mais pour aller au-delà, vous savez, une des choses que je retiens quand même, c'est la, comment dire, c'est une période très noire pour la justice, hein, parce que l'institution judiciaire dans cette affaire-là, eh bien, comme dans d'autres, et pendant si longtemps, heureusement les choses ont évolué depuis quelques années, eh bien la justice a couvert, a fermé les yeux et a accepté les mensonges les plus grossiers et s'est mise en définitive au service du mensonge d'État. J'étais heureux de vous recevoir ce soir, Jean-Luc Einaudi, pour votre témoignage très important à lire absolument chez Fayard. Je voudrais terminer simplement par cette question que posait Kateb Yassine. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Merci beaucoup de votre passage dans Train de nuit et bravo pour votre travail de recherche pour faire mieux comprendre ce qu'est la vérité de l'histoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on se quitte en compagnie de Didier Bridgewater que vous souhaitiez entendre. Merci. Such feeling, emotion.